nationale de la magistrature a formé tous les magistrats de France. Parmi ceux-là, il y en a qui ont fait des carrières remarquables, soit dans les juridictions, soit en empruntant des chemins détournés. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel est l'un de ceux qui, effectivement, a fait ses études à l'École nationale de la magistrature et a fait depuis une carrière. C'est-à-dire pas tout à fait, puisque j'ai été recruté par ce qu'on appelle l'article 22, qui était réservé au docteur en droit, qui était en même temps diplômé d'études supérieures d'une autre discipline. Et à ce moment-là, nous retrouvions la promotion à Bordeaux, à la fin de leur scolarité, et nous faisions le stage que j'ai fait au tribunal de grande instance de Nanterre. Mais je peux vous compter parmi les anciens élèves de l'ENM. Comptez-moi là où vous voulez. Mais en tout cas, M. Jean-Louis Debré a aussi cette perspective sur l'école que personne d'autre n'a, puisqu'il a, au travers des discussions qu'il a pu avoir avec son père et également à travers les archives de son père, retrouvé le contexte dans lequel cette école avait été créée. C'est ce qu'il va nous dévoiler ce soir. Si vous voulez, en 1958, c'est le retour du général de Gaulle, et mon père est convaincu, je le vois bien à travers les travaux que j'effectue sur ces archives privées, qu'il faut mener de front la réforme institutionnelle, la réforme de la Constitution, mais aussi la réforme de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il avait bien regardé la réforme qui a été proposée en 1926 et qui avait avorté parce que ça a été lent, parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et donc il veut profiter le tournant de 1958, du retour du général de Gaulle, pour passer cette réforme de la justice. Deuxièmement, il est convaincu que cette réforme de la justice, elle ne peut être faite que par un homme, pas par un groupe, pas par une assemblée, parce qu'à ce moment-là s'élèveraient des intérêts corporatistes, régionaux, politiques, empêchant cette réforme. Et donc, c'est ce qui est assez fascinant, c'est qu'en l'espace de 6 mois, partant d'un constat, qui est que la justice telle qu'elle fonctionne n'est pas satisfaisante, qu'il y a trop de juridictions, qu'il y a trop d'opacité dans la carrière du magistrat, partant aussi du constat que année après année, il y a de moins en moins de jeunes candidats magistrats, et que d'année en année, il y a de plus en plus de femmes qui intègrent la magistrature, ce qui montre qu'il y a là un problème préoccupant. Il veut réformer, la carrière des magistrats, pour la rendre plus attractive, assurer, il y a la force politique de le faire, un effort de rémunération pour attirer des jeunes qui sortent de l'université vers la magistrature. Il veut simplifier l'organisation judiciaire et donc simplifier la carte judiciaire. Et il veut aussi, et c'est sa grande idée, de même qu'il avait créé 13 ans auparavant l'École nationale d'administration, il veut créer, alors il ne parle pas d'école, parce que ça va être tout le grand débat, d'un organisme qui va permettre, la formation des magistrats, formation initiale, et la formation permanente en alternée. Il ne l'appelle pas l'école pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il pense que ce centre doit être en même temps le lieu où se forment les avocats. Et donc, il ne faut absolument pas donner un nom, école de la magistrature, à un organisme qui pourrait s'ouvrir aux autres professions judiciaires. Deuxièmement, il ne veut pas que ce centre se substitue à l'université. L'enseignement, pour lui, je le dirais, ne doit, il n'y a rien de péjoratif, ne pas être dispensé par des professeurs de droit,
mais par des praticiens, magistrats, avocats, greffiers, pour que, au sortir de l'université, de la licence, ces jeunes aient non pas le sentiment de refaire des études de droit, ils sont censés les avoir fait auparavant, mais acquérir une formation. Et après cette école, ils souhaitaient que les jeunes partent en stage pendant 3 ans, avant de pouvoir occuper une fonction de magistrat. Et donc, il y a eu à ce moment-là tout un débat. Certains ont voulu rattacher l'école ou le centre judiciaire à l'ENA. Mon père n'a pas voulu, bien qu'il ait créé l'ENA, mais il voulait lui donner une vie autonome. Et d'ailleurs, il s'est rendu compte un peu plus tard qu'il avait oublié un échelon qui était l'échelon, comme pour les études politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris qu'il avait créé en transformant la Fondation des sciences politiques. Il a créé plus tard un Institut d'études judiciaires pour permettre là aussi, en troisième année de droit, puisque la licence se faisait en troisième, qu'il y ait une formation qui permette d'orienter les jeunes vers les métiers de la justice. Donc ça a été très important. Alors la troisième directive qu'il donne à ses collaborateurs, à quelques collaborateurs, dès la mi-juillet, pour travailler sur la justice, c'est d'assurer l'indépendance politique du juge. Problème difficile. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie et il est très seul sur cette affaire. Alors il imagine 2 dispositions qui ne seront pas suivies, ou une disposition complétée par une autre disposition, qui consiste à sortir le ministre de la Justice de la hiérarchie gouvernementale. Il y aurait un ministre de la Justice nommé par le président de la République, mais il ne fait pas partie du gouvernement, ou il siège au gouvernement, mais il a une durée qui est une durée fixée par la loi. Ça n'a pas été suivi. Alors, pour bien marquer les choses, il a intégré dans la réforme de la Constitution dont il est à l'origine, l'article 66 qui est l'habeas corpus à la française. Tout ça pour garantir l'indépendance du juge, pour que ce soit le juge judiciaire qui soit celui qui est à l'origine des mesures privatives de liberté, et que ce juge judiciaire, il ne dépende pas d'une hiérarchie. Voilà en gros l'architecture. Alors, tout ça est facile à dire. On voit bien aujourd'hui que lorsqu'on bouge un élément de la carte judiciaire, ce sont des hurlements. Et j'ai retrouvé dans ces archives, hier soir, puisque je travaillais dessus hier soir, 2 démarches qui étaient importantes. La première, c'était M. Ramadier, ancien président du Conseil, qui est venu se rouler par terre et le menacer parce qu'on fermait son tribunal de Villefranche en Rouergue. Et le deuxième, l'autre président du Conseil, Félix Gaillard, qui a fait un drame parce qu'on fermait le juge de paix de Cognac. Donc, et on voit la liste de tous les députés, sénateurs qui intervenaient. Mais comme il y avait une volonté politique, mais comme il fallait prendre ça par voie d'ordonnance et terminer avant la fin décembre, il a résisté. Et il a résisté seul, parce qu'on voit bien que même au sein du gouvernement, ça commençait à se fissurer, mais fort de sa volonté politique et fort du soutien général de Gaulle, il a tenu jusqu'à la fin décembre. Je ne sais pas s'il aurait pu tenir après. Alors, après, il devient Premier ministre, et là, les choses sont plus faciles, puisque la réforme, elle est engagée, et que parallèlement à cette réforme, il a la maîtrise des finances publiques, parce que tout ça passe par des coûts budgétaires qu'ils intègrent au budget de l'État. Donc voilà cette philosophie, faire en sorte qu'il y ait une justice indépendante, que les juges soient formés, parce que s'ils sont formés, ils deviennent respectés. Car il avait une conviction qu'il a exprimée depuis longtemps, c'est qu'une bonne justice est un élément pour freiner les facteurs de dissolution sociale. Ce que je crois très profondément, et je le vois dans ma fonction actuelle
de même que je l'ai perçu dans mes fonctions précédentes, je trouve que, au point de vue technique, les jeunes magistrats sont bien formés. Est-ce que tout est réglé? Je ne suis pas sûr. Je trouve qu'ayant été député d'une région très proche de Paris, les magistrats tournent trop vite. Et que si on veut avoir un rôle, si on veut avoir une influence, si on veut être respecté dans une ville où les députés sont les mêmes, où le président du conseil général est le même, où le maire de la ville est le même pendant 7, 8, 10 ans, cette accélération pour les magistrats de la région parisienne, du pôle Paris, qui fait qu'ils ne restent pas très longtemps en fonction, je crois, n'est pas une bonne chose. Alors, je constate aussi, et je l'ai remarqué dans plusieurs juridictions, c'est le manque de moyens, parfois. Mais sinon, je trouve que la justice s'est bien améliorée et qu'elle donne un visage respecté. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Simplement que dans les fonctions qui sont les miennes, où nous faisons appel souvent à des magistrats de l'ordre judiciaire, je trouve qu'ils sont des magistrats déjà un peu anciens, de très grande qualité, et qu'ils ont une connaissance du droit et de la pratique que n'ont pas d'autres experts que nous sollicitons. Cette célébration, elle doit être le moment d'un bilan pour l'école de magistrature. Ce bilan, nous l'avons fait et nous avons, avec le même esprit qui animait Michel Debré, lancé un nouveau cycle de scolarité, toujours avec en tête les mêmes enjeux, c'est-à-dire professionnaliser la justice, faire aussi assurer l'ouverture de la justice et aujourd'hui, c'est peut-être un élément nouveau, assurer l'internationalisation de la justice puisque la justice vit dans un monde globalisé. Le cinquantenaire, l'enjeu du cinquantenaire, c'est le bilan, c'est aussi la réflexion pour l'avenir. Nous souhaitons à cette occasion réfléchir sur ce qui seront les enjeux clés de demain pour la justice, c'est-à-dire d'abord la justice confrontée au défi de l'image, au défi de la démocratie d'opinion, qui est un des thèmes sur lesquels il y a plus de tension aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'enjeu des nouvelles criminalités. Est-ce que la justice est équipée aujourd'hui pour faire face à la criminalité organisée, au terrorisme? La troisième chose, enfin, c'est de savoir comment la justice est équipée aujourd'hui pour faire face à l'enjeu du nombre et de la complexité des affaires. Voilà, nous voulons profiter de ce cinquantenaire pour faire cette réflexion, pour que les gens que nous formons aujourd'hui puissent rendre une meilleure justice demain. J'ai été pendant longtemps dans cette maison, au tribunal de grande instance de Paris, juge d'instruction. Et à l'époque, il y a maintenant longtemps, c'était au début de la prise de conscience de la délinquance organisée, c'était au début des affaires de terrorisme. Et j'ai revu ces dossiers tout au long de ma carrière politique, soit comme ministre de l'Intérieur, soit à d'autres fonctions. Et c'est fascinant à quelle vitesse cette délinquance a évolué et avec quelle vitesse il faut adapter le droit et les techniques juridiques. De même qu'il faut prendre conscience de la nécessité pour le juge d'instruction, dans cette délinquance organisée dans laquelle j'englobe le terrorisme, la dimension internationale, la dimension européenne, et surtout ce que nous n'avions pas à cette époque, la rapidité avec laquelle il faut communiquer avec nos homologues étrangers. Et donc, je crois que l'un des rôles de l'école, c'est aussi d'être à l'écoute de tout ce qui se fait vite, pour offrir aux magistrats, aux jeunes magistrats, aux futurs magistrats, des points où ils peuvent se rencontrer pour confronter leurs expériences, et les confronter pas simplement entre eux, et les confronter avec d'autres intervenants extérieurs de la justice. Je prends la délinquance organisée. Je l'avais connue quand j'étais juge d'instruction à Paris. Quand j'ai commencé à être élu à Évreux, ce n'était pas vraiment un problème. Nous étions encore, il y a
20 ans, 23 ans, nous étions encore dans une France non pas rurale, mais dans une France où les problèmes urbains, les communications n'étaient pas aussi rapides, il n'y avait pas ce problème fantastique des portables, qui sont une donnée essentielle de la lutte contre le terrorisme et la délinquance. Et en l'espace de 25 ans, tout a changé. Et par conséquent, il faut que, pour que la justice soit crédible, le magistrat suive l'évolution des techniques. Et donc, à Évreux, il y a 25 ans, il n'y avait pas de problème de grande délinquance. Elle était sur la région parisienne, elle était sur les abords de Paris. Mais nous sommes à Évreux à 1 heure de Paris. Et progressivement, on a vu, et on voit les conséquences sur le tribunal de grande instance d'Évreux, on voit une délinquance qui a évolué, qui est progressivement quitté l'approche banlieue pour venir à toute la région Île-de-France et au début de la Normandie. Et donc les juges et procureurs qui étaient à Évreux il y a 25 ans n'ont pas les mêmes problèmes à régler que ceux d'aujourd'hui. Et par conséquent, il faut les former. Alors là, depuis l'année dernière, comme vous savez, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour adapter notre outil de formation. Le plus marquant, c'est d'abord en ce qui concerne le recrutement. Nous avons institué de nouvelles épreuves au concours qui nous permettent d'utiliser les techniques les plus modernes du recrutement et de permettre de ne plus se contenter dans le concours d'évaluer les connaissances juridiques des gens, mais d'évaluer également leurs compétences personnelles. Ça, c'est un vrai changement au niveau du concours. En ce qui concerne la formation initiale, là aussi on insiste sur les compétences personnelles. Vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, nous formons des magistrats d'une très grande qualité technique et juridique, mais nous nous sommes aperçus que parfois, notamment dans leur première fonction, ils n'ont pas tous les outils qui leur permettent de faire face à la dimension humaine des dossiers. Nous voulons faire en sorte que lorsqu'ils sont confrontés à la violence judiciaire à laquelle ils font face dans leur première fonction, ils puissent mieux apprécier les drames humains qui sont derrière les dossiers. Enfin, avez-vous un message peut-être à délivrer aux jeunes magistrats? Tenez bon. Et bosser. Et bosser.